Bienvenue à tous les amis dans ce nouvel épisode de Planète Ingé, le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Ce podcast est entièrement coproduit avec vous, ses auditeurs, avec pour objectif de le faire grandir sans qu'il ait besoin de faire appel à de la publicité pour continuer d'exister. Alors si vous aimez l'émission et que vous souhaitez aider Planète Ingé, vous pouvez faire un don direct sur la page Tipeee de l'émission qui se trouve à l'adresse soutenir.planeteinger.fr. L'argent récolté sert à payer les charges de l'émission, la publicité pour le faire connaître, mais aussi l'équipement et les déplacements pour plus de super interviews sur le terrain. Je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode. N'oubliez surtout pas de vous abonner et je vous laisse en compagnie de l'invité pour un nouveau super épisode de Planète Ingé. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue Jérôme, je suis ravi de t'accueillir. Comment ça va? Tu as l'air fatigué là. Moi je vois la vidéo, je ne sais pas si on va la mettre du coup parce que tu as l'air d'avoir des cernes. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo? Bonjour Mathieu, écoute, les gens qui me connaissent savent que je suis fatigué, que par nature, je suis relativement engagé, c'est-à-dire que quand je peux faire des journées de 20 heures, je fais des journées de 20 heures. Donc là, je reviens effectivement de 3 jours très longs. Cette semaine, on était à la table ronde à Saint-Étienne, la table ronde du faire du vélo avec un certain nombre de fabricants et des exposants de vélo. Avant-hier, on était à Drive to Zero où on a reçu le prix de la mobilité individuelle, le premier prix, avec notre vélo. Donc c'est un jury hybride de professionnels et de personnes individuelles là, qui jugeaient, qui votaient et qui évaluaient la meilleure innovation cette année. Hier, j'ai fait du commerce et du business développement et puis aujourd'hui, je viens de me taper une grosse journée de remise de l'usine sur les rails. Donc oui, effectivement, je suis fatigué, mais je pense que c'est la dure loi des entrepreneurs. Écoute, je pense qu'on a fait un bon résumé de tout ce qu'on va parler dans l'épisode. C'est parfait. On va parler de mobilité douce, on va parler de vélo, on va parler de fabrication française et on va aussi parler peut-être du prix que tu as reçu. On va juste rétro-pédaler, on va essayer de faire ça chose proprement. Je vais te laisser te présenter en 1 minute et puis on va parler un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à fonder Ultima Mobility? Et puis après, on déroulera le script. Moi, je suis Jérôme Mortal, donc j'ai 53 ans. Je suis ingénieur de formation, ingénieur INSA. Et j'ai fait aussi l'IFP, l'Institut français du pétrole, avec une spécialisation de motoriste. Et j'ai commencé ma carrière, comme j'aime le dire, à un niveau très opérationnel, en faisant de l'apprentissage et en faisant de la mécanique. Et puis j'ai eu l'opportunité et la chance d'avoir pu reprendre mes études et de finir avec les diplômes que je viens de citer. Donc voilà, parcours un peu atypique au début de carrière, après passionné de moto dans un premier temps, de moto, vélo, et puis finalement c'est l'automobile qui m'a rattrapé. Et je me suis retrouvé à faire des travaux d'ingénieur automobile, dans un premier temps à différents endroits de France. Et puis ensuite, je suis parti à l'international pour plusieurs années pour travailler pour différents constructeurs automobiles avant de prendre un virage en douceur aux alentours de 2017 où je me suis dit qu'on était en train de tous collégialement de faire des bêtises et qu'il fallait regarder la mobilité autrement. Et donc, j'ai commencé à travailler activement, soit dans ma boîte de consulting qui s'appelle JMC, soit au niveau professionnel quand j'ai rejoint Valeo pour monter des activités très orientées petite mobilité. Et puis, il y a maintenant 1 an et demi, j'ai monté ma société qui s'appelle Ultima Mobility, qui est en charge de développer des objets de mobilité urbaine ou rurale, enfin dire des mobilités de commuting, quoi. Ok. Eh bien écoute, moi j'ai une première question que j'ai envie de te poser. Qu'est-ce que ça t'a appris justement, toute cette expérience chez des motoristes internationaux célèbres? Moi, j'ai adoré la culture anglo-saxonne et russe là, dans différents endroits que j'ai côtoyés. En fait, ils sont assez similaires. En fait, les deux sont assez pragmatiques.
Et les deux sont assez dans le déploiement d'un plan plutôt que l'émission ou le partage d'idées. Donc je pense que nous, Français, on est quand même relativement bons pour brasser des idées, mais on n'a pas toujours la bonne cohérence d'esprit pour les mettre en œuvre et le pragmatisme pour les déployer. Et je pense que les anglo-saxons et les russes l'ont. Donc voilà, j'ai aussi beaucoup appris sur cet aspect-là. Et puis après, j'ai été confronté à différents types de métiers. Et donc, les différents types de métiers, forcément, ça ouvre un peu l'esprit. Et ça met en situation, dans des situations un peu différentes. Donc, j'ai toujours eu beaucoup d'équipes à manager, des grosses équipes à manager, jusqu'à 6000 personnes, des gros budgets jusqu'à plusieurs millions, dizaines de millions d'euros. Donc après, ça aide à effectivement prendre les bonnes distances, mettre les bonnes organisations, la bonne verticalité dans l'organisation qu'on doit mettre en place. Moi, je pense que aussi un autre point qui est important, je me promène beaucoup dans la matrice. J'aime appeler ça la matrice, hein, c'est l'organisation de l'entreprise. Je me balade beaucoup dans l'organisation de la matrice. Je pense lié à mon passé, le fait que j'aime l'opérationnel et les métiers très opérationnels. Et en même temps, j'aime comprendre pourquoi finalement on a du mal à convaincre les managers et de partir dans certaines directions. Donc, pour mener à bien ce genre de choses, l'intéressant, c'est de se promener dans la matrice d'une façon verticale. Et puis finalement, d'adapter son organisation. Quand moi j'ai été amené à adapter les organisations, d'adapter l'organisation qu'on met en place par rapport à la situation à laquelle on fait face. Juste avant de te poser la prochaine question, je tiens à noter quand même que tu es passé par Togliatti. On s'est peut-être croisé dans l'avion Paris-Samara. Hein. Moi aussi, j'ai voyagé quelques fois à Togliatti, pas pour les mêmes objectifs. Hein. J'allais rendre visite à nos amis de Togliatti Azote à l'époque pour leur proposer du revamping de machines. Mais c'est assez original de croiser quelqu'un qui a séjourné à Togliatti. D'ailleurs, ville jumelée avec Le Havre au niveau du port. Hein. Je tiens à le préciser quand même. Tu nous as parlé super ville. Donc, non seulement je l'ai fait en avion, mais je l'ai fait en courant, le Paris-Togliatti, parce que on avait des difficultés au début de l'Alliance. Donc moi, je faisais partie des pionniers qui étaient partis avant l'Alliance pour aller défricher le terrain et élaborer un peu les potentiels partenariats qu'on pouvait faire. Et puis quand l'Alliance a été signée, l'Alliance, elle était un peu en difficulté. Le mariage Nissan, Avtovaz, donc Lada et Renault fonctionnaient pas bien. Et on avait eu un soir un repas avec le top management et il m'avait dit mais pourquoi ça marche pas bien? Donc moi, ma vision des choses était de dire ça marche pas parce que les objectifs ne sont pas assez clairs et le plan d'action n'est pas assez bien défini. Et donc ils m'ont challengé en me disant démontre-nous-le que ça peut marcher ce mariage de ces trois cultures. Et donc, j'ai proposé au top management de Renault et de Lada à l'époque de dire, écoutez, moi, vous me donnez une équipe avec les trois nations et je vous fais Paris-Togliatti en courant en 12 jours. Et vous verrez qu'on sera à l'arrivée et qu'on sera à l'heure. Et donc, on a couru en relais pendant 12 jours avec une équipe composée de la culture des trois entreprises. Et on était en relais, on courait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant 12 jours. Quand les uns dormaient, les autres couraient, et lycée de Versailles. Et on a couru comme ça pendant effectivement 2 jours. Moi, je faisais que les courses de nuit. On courait entre 1,5 et 1 marathon par jour, selon les coureurs, l'état de forme, etc. Et on est arrivé avec une demi-journée d'avance. Et donc, M. Ghosn et M. Komarov, à l'époque, c'était le patron, c'était Komarov, sont venus nous accueillir à l'arrivée pour nous féliciter. Et on a passé un moment très agréable, mais surtout, on avait réussi à démontrer ce qu'on avait dit, c'est que ces trois cultures, avec un objectif clair, un budget clair et une mission bien définie, étaient tout à fait capables de réaliser ces objectifs. Bon, j'étais pas du tout au courant de cette anecdote quand tu as préparé l'émission. C'est absolument fou. Tu as d'autres choses folles que tu as fait dans ta vie que tu veux nous raconter? J'en ai plein. Vas-y. Non, mais on va les laisser venir au fur et à mesure de la discussion. Ok, parce que franchement, parler que de vélo, on va s'ennuyer. Si tu peux nous raconter les trucs. Ça fait juste pour info, ça fait 4200 km. Et donc, on était 3 équipes en relais, hein, et chaque équipe courait à peu près à 120 km par jour. Et c'est là que tu vois, c'est juste pour l'anecdote, à quel point l'Europe est petite. Tu vois, le soir du départ, le soir même, le chemin le plus court, ça monte, hein, il faut monter. Donc, le soir même, tu es en Belgique. Après 2 jours, tu as traversé l'Allemagne. Tu rentres en Biélorussie.
Et tu te dis, donc tu traverses 3e jour, enfin ouais, à l'horizon du 3e jour, tu rentres en Bélarussie et tu te dis, on a 12 jours à courir. Et en fait, j'ai couru 3 jours en Europe. Ah ouais. Et je suis en Russie. Il Ouais, reste ouais. 9 Bah jours à oui. courir. On est bien d'accord, hein, on n'allait pas à l'est de la Russie, hein. On allait à Tolyatti. Ouais, t'es Donc obligatoire. là, tu te dis, mais ce pays, c'est juste gigantesque. Ah bah oui. Ouais. Et voilà. Complètement fou. Et je sais pas, moi j'avais. Du coup, ton ressentiment là-dessus, c'est. Moi j'avais entendu dire que les alliances avec des entreprises russes étaient souvent pas successful, enfin, vouées à l'échec. Je sais pas, ça fonctionnait pas. Toi, du coup, tu as un avis sûrement différent. Bon, alors, moi, j'ai créé une entreprise et on est 4 salariés, 5 avec ma fille. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Ma Famille avec une personne russe et ça marche très bien. Donc, je pense qu'on est très complémentaires. Je pense que nos cultures sont très complémentaires. On est effectivement très différents, mais on est très, très, très complémentaires. Et l'histoire nous le montre, hein. Alors, la période actuelle, ces derniers jours, nous laisse. C'est un peu difficile de parler de ça, mais si vous avez l'occasion de travailler avec des Russes ou de côtoyer des Russes, vous allez voir que ça fait des centaines d'années qu'on travaille étroitement, France et Russie. Et en fait, c'est assez facile à comprendre. On se rend compte assez vite qu'on est effectivement dans la mise en œuvre de projets extrêmement complémentaires. Le côté pragmatique et opérationnel des Russes nous aide beaucoup et nous recentre beaucoup. Et par contre, les Russes ne nous freinent pas dans notre imaginaire. Donc la somme des deux, ça emmène très loin. Et alors je ne vais pas faire ni de la littérature, ni quoi que ce soit, mais je vous invite à lire quelques livres là qui sont le fruit de la collaboration franco-russe de l'histoire. Et on voit bien que nos nations ont des choses qui créent du 1 plus 1 égale 3, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est pas le cas avec toutes les nations, mais en tout cas avec cette nation, ça marche bien. Donc, du coup, tu nous as dit que tu aimais regarder les organisations pour mener à bien des projets. C'est quoi, toi, justement, ta vision des organisations? Qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi une organisation efficace pour toi, in a nutshell, hein, Une réponse de Normand? de Normand, si je vais forcément pas répondre à ta question, puis ça tombe bien, on a été Normands, toi aussi, tous les deux dans une vie au passé. Mais en fait, c'est quoi la bonne organisation face à une bonne situation? En fait, il n'y a pas de bonne réponse. Euh, Par contre, il y a à un moment donné une réponse appropriée pour faire avancer quelque chose qui n'avance pas, qui se déstabilise. Moi, j'ai en tête, tu vois, j'ai en tête je vais te faire une confidence, je vais te parler d'une expérience délicate de ma carrière. J'ai passé 3 ans à la F1, chez Renault F1, pour restructurer l'équipe quand l'équipe voulait revenir au titre avec la marque châssis et moteur en même temps, hein. Et donc, moi, j'avais été choisi pour redresser l'entité production. De par mon enthousiasme, ma motivation, mon dynamisme, etc. Cette équipe qui avait beaucoup gagné dans les années 90, qui avait été, les gens de l'équipe opérationnelle avaient été surprimés, je vais dire, entre guillemets, et donc remotiver les équipes était difficile, simplement parce que il fallait, chaque fois qu'on nous demandait quelque chose, il fallait parler prime avant de parler quoi que ce soit. Il y avait eu de mauvaises habitudes de prise. Euh, Aussi surprenant que ça puisse paraître, et peut-être certains ne réagiront pas bien en écoutant ce podcast, mais certains avaient même, moi j'avais été très surpris de voir que certains s'étaient même syndiqués au sein d'une équipe de Formule 1. Tu as du mal t'as du mal à y croire quand tu entends ça, mais c'était le cas. Et donc, moi, ce que j'ai vu en arrivant, c'est j'ai vu des gens talentueux, mais finalement basés sur un peu un artisanat et sur le leadership de quelques individus. Et quand tu commences à mettre des dizaines, voire des centaines de millions dans une équipe de Formule 1, et que tu veux que chaque objet soit le même que son voisin, eh ben, il faut mettre du process, de la méthode, etc. Donc à cette époque, moi, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait finalement pris des jeunes ou des très jeunes qui arrivaient
de l'école ou qui étaient encore des stagiaires, et on a commencé à formaliser des gammes de montage et des méthodologies. En disant, c'est quoi? On ne va plus laisser la place au hasard, on va mettre en place un process adapté. Donc, pour une équipe de Formule 1 à l'époque, et où c'était encore très artisanal, c'était un peu la révolution, mais finalement, une petite clé comme ça et des mécanismes comme la mise en place d'un ERP, des standards, des méthodologies, ça avait rendu l'équipe extrêmement plus efficace. Et quelques années plus tard, ça a conduit l'équipe au titre de champion du monde. Et donc, tu vois, qu'est-ce qu'il faut faire à un moment donné quand tu arrives dans une organisation pour la faire avancer ou la faire se réveiller, la faire prendre conscience qu'elle peut faire mieux et elle doit continuer à progresser. En fait, une organisation, c'est la règle des petits pas. Donc, chaque organisation est à un état donné quand tu arrives, quand tu la rejoins. Et si on te demande de l'améliorer, c'est important, c'est de comprendre. Quand je suis arrivé chez Jaguar Land Rover, je suis arrivé pour restructurer l'ingénierie du système de propulsion. On était direct ou indirectement qui me reportait. Il y avait entre 5 ou 6 000 personnes. Donc, c'est une grosse organisation. Forcément, il y avait des standards, forcément, il y avait des méthodologies. On est dans le monde de l'automobile, tout était rigide. Mais par contre, on n'arrêtait pas d'échouer. On faisait bêtise sur bêtise. Et en fait, là, la démarche a été complètement différente. J'ai essayé de comprendre et de reformaliser les processus avec mes collègues anglais. Puis dire, mais pourquoi, si on suit le processus, pourquoi ça ne marche pas? Et en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on faisait des impasses. Le mal qui nous guettait, c'était une mauvaise gestion des impasses. C'est-à-dire, on disait, bon, ce test-là, on le fera plus tard, on peut s'en passer. Et donc, ils faisaient des impasses. Et systématiquement, les leçons de learn nous montraient que les impasses avaient conduit à une information qu'on avait loupée à un stade donné du développement, et le stade d'après, ça nous avait conduit à une fêlure. Et donc voilà, encore une autre approche. Là, aujourd'hui, je développe une entreprise, c'est complètement différent, on part de zéro. Là, on met tout en place, on travaille un petit peu en mode start-up et village gaulois. Chacun fait un peu les frontières entre le travail des uns et des autres sont diffuses, de façon à ce que chacun aide son voisin, y apporte une vision, un œil différent pour qu'on structure au juste minimum. Et puis, quand ça va se structurer, on ira mettre des frontières entre les rôles des uns et des autres, mais en ce moment, c'est trop tôt pour le faire. Ouais. Donc, tu vois, tout ça, viens de te donner 3 exemples pour te dire qu'en fait, je n'ai pas de bonne réponse. Je dis juste qu'il faut s'adapter. Il faut qu'il y ait des moyens de voir assez clairs. Puis, je pense à un autre truc auquel je suis très, très attaché, mais moi, extrêmement attaché. Et en ce moment, d'ailleurs, j'ai un peu de mal à le faire et j'en souffre. C'est les Anglaises disent strategies for breakfast. C'est d'avoir une idée assez claire de où tu vas. Si tu sais où tu vas à l'horizon 3, 5, 7 ans, ça te permet de finalement construire les étapes qui vont t'amener à potentiellement atteindre cette cible. Si tu ne sais pas où tu vas, si ce n'est pas clair, ça paraît basique ce que je dis, mais dans beaucoup d'entreprises, ce n'est pas très clair, en tout cas, ce n'est pas compris à tous les niveaux de l'entreprise de où on est en train d'aller, comment tu veux y aller? Donc, tu vois, c'est quand même assez basique, comme ce que je dis, j'enfonce une porte ouverte. Mais je t'invite à discuter avec des gens d'autres entreprises. Tu verras qu'il y a des gens dans leur entreprise, même à des niveaux assez importants, ils ne sont pas toujours très clairs sur là où on est en train d'aller. Ah bah, une grande capacité d'un dirigeant, c'est d'être capable d'aller communiquer et de simplement une stratégie, de la faire comprendre et adhérer les gens dessus, non? C'est ça? On est en phase. Petite pause dans ce super épisode pour vous laisser le temps de souffler. Et vous rappeler que si vous voulez soutenir cette émission, ouvrez l'application Apple Podcast ou Spotify et vous cliquez sur rédiger un avis, vous laissez une notation 5 étoiles et un super commentaire. Voilà, ça me fait super chaud au cœur et je vous laisse en compagnie de l'invité. Ok. Et juste avant, j'avais aussi une question par rapport à ton parcours à l'international. Tu es revenu en France, etc. Quel œil tu portes justement sur les capacités aujourd'hui de la France à embrasser les enjeux des 10 prochaines années, des enjeux technologiques, industriels? On voit que sur certains secteurs, on est plutôt potentiellement pas en avance, sur d'autres peut-être, je ne sais pas. Notre état d'esprit, est-ce qu'il est toujours le bon par rapport à l'état d'esprit d'autres d'anglo-saxons par exemple, ou d'autres qui avancent peut-être différemment, à une autre vitesse, avec d'autres ambitions?
C'est vachement dur ta question, mais Ah bah, je globalement, sais. je pense qu'on n'est pas, objectivement, on n'est pas assez combatif. Disons que j'ai vu d'autres pays où les gens avaient plus faim que nous. On a sûrement plus assez faim, donc il faut qu'on fasse attention à ça. Moi, je le vois là au quotidien, je recrute des jeunes. Je te cache pas que je suis effrayé. Je suis parfois effrayé. Donc moi, j'ai pris beaucoup de jeunes. Dans mon équipe, il y a soit des très matures, des très seniors, soit des très jeunes. Et je les fais cohabiter. Comme ça, il n'y a pas de compétition entre eux, parce que les très matures, c'est pas les petits jeunes ils vont pas être jaloux des petits jeunes, et puis les petits jeunes, ils ont beaucoup à apprendre des anciens. Mais je suis très surpris par finalement le côté. On est dans une start-up et j'ai beaucoup de jeunes dont les choses qu'ils ont à l'esprit, c'est la pause de 10 heures, c'est quand est-ce que la journée se termine, c'est etc. J'ai pas l'impression d'avoir été comme ça quand j'étais plus jeune. Alors, j'étais peut-être un élément à part, mais j'ai pas l'impression d'avoir été comme ça. Mais globalement, ce que je ressens, moi, aujourd'hui dans le pays, c'est que, déjà, petit 1, moi, je suis content d'y être revenu. Petit 2, en ayant passé plus de 15 ans à l'étranger, je suis revenu dans un pays que je considère en friche. En friche, je vais te donner un exemple. Là, j'ai fait avec mon petit-fils, mon fils, pardon. Je dis petit parce il avait 6 ans quand on a fait une randonnée en vélo entre Lyon et Épinal. Donc, on a longé la Saône et après la Moselle. Ces canaux-là, ce sont des canaux, c'était des bassins industriels. Tu croises une usine tous les 5 kilomètres. On n'a pas vu une usine en activité. Donc, tu te dis, bah, tiens, c'est intéressant. Notre pays est quand même en train a pris pendant 15 ans le parti de dire on va expliquer aux autres ce qu'il faut faire et nous, on sait, et les autres feront et nous, on va vivre de l'explication. Donc ça, je pense que c'est un doux rêve, vraiment un doux rêve. C'est-à-dire que si tu arrêtes de faire, je suis convaincu que tu ne peux plus expliquer aux autres ce qu'il faut faire parce qu'ils vont te dépasser. Déjà, d'une part, ils vont vite comprendre par eux-mêmes comment on le fait. Puis ils vont continuer à progresser, ils vont continuer à avancer et toi, tu vas être dépassé. Donc nous, on est dans un pays qui aujourd'hui est dépassé. Donc il faut refaire. Et il faut arrêter d'en parler, il faut refaire. C'est-à-dire il faut couper de la ferraille, il faut manipuler des molécules, il faut refaire. Il faut que notre entreprise, nos industries se réveillent et on redore le blason de l'industrie nationale. Et c'est en refaisant on recréera de la vraie valeur, quoi. Donc, je pense qu'il y a des entreprises qui ont vraiment, et j'en parle assez librement parce que j'ai été un acteur de ça. Moi, on m'a utilisé pour aller former dans d'autres pays et aller développer l'industrie dans d'autres pays. Et tant mieux, je suis content d'avoir développé dans d'autres pays. Mais je pensais que je développais ces pays pour ces propres pays, pas pour que ça revienne en France. Aujourd'hui, c'est catastrophique, hein. Je veux dire, c'est catastrophique. Des dirigeants, d'ailleurs, n'ont toujours pas compris, hein. J'ai été extrêmement et agréablement surpris par le discours de Luca Di Meo sur ses ambitions de la relocalisation française pour le groupe Renault. Dans les faits, si on commence à distribuer un petit peu, parce que je pense que j'ai le droit de distribuer maintenant avec ma maturité et mon recul, mais au sein de ce même groupe, il y a des gens à l'ingénierie, pour ne pas les citer, qui sont en train de faire un carnage, qui sont en train de massacrer l'outil Renault, probablement suivant le modèle Stellantis. Donc c'est ces choses-là qu'il faut stopper. C'est comment on remet, parce que c'est vraiment c'est l'éléphant dans la pièce, hein. Il faut remettre de l'industrie et de la R&D dans le pays, mais pas juste un petit coup d'assemblage ou un petit coup de vernis ou un petit truc. Il faut vraiment remettre les fondamentaux dans notre pays. Donc là, c'est ce que nous, on essaie de faire chez Ultima Mobility, d'ailleurs, hein. On essaie de reproduire localement. Donc vu qu'on ne sait pas, on ne saura pas produire de façon aussi compétitive, par exemple, un cadre aluminium que le font très très bien les fabricants asiatiques qui ont appris à le faire et qui ont optimisé le process et qui sont devenus les meilleurs dans le domaine des cadres de vélo en aluminium. Mais du coup, faisons différemment. Nous, on a pris le parti de faire un composite hybride avec un carbone polyamide qu'on injecte. Ça nous permet de refaire un cadre en France et ça nous permet de remettre de l'activité industrielle en France et d'être capable de ne pas simplement assembler un vélo en France. Voilà, donc mais moi, à notre petite échelle, je dis moi, notre équipe, hein, l'équipe Ultima, et puis on est associé avec Caminade, là, on sait ce qu'on est en train d'essayer de faire, mais il faut que ça soit le cas de toutes les industries, c'est qu'on lève nos manches et puis qu'on ait envie de refaire de l'industrie française. Alors, je vais continuer là-dessus, je vais faire un tout petit peu de politique, mais le gros travers qu'on a eu,
et je l'entends, hein, on a fait de la grosse usine et finalement, les dirigeants que je blâme pas, il y a un moment, ils n'ont plus réussi à gérer le social dans ces grosses machines. Et globalement, vu qu'on n'arrivait plus à gérer le social, on s'est dit, parce que pour moi, c'est la raison principale, hein, c'est pas l'argent. La principale raison qui a fait qu'on a tout externalisé, c'est qu'on n'arrive plus à gérer le social. Et on a dit, bon, allez, je vais aller mettre des usines dans des pays où les gens sont un peu moins grincheux, c'est plus facile à gérer, et je vais aller faire tourner mon usine dans quelques pays d'Europe de l'Est ou en Asie. Et une fois que j'ai dit ça, c'est qu'est-ce qu'on fait pour ne pas refaire les mêmes erreurs? Et il y a un modèle qu'il faut réinventer, un nouveau modèle d'industrie, c'est de dire, petit 1, si on veut faire de, du low CO2 et si on veut réduire toute notre empreinte carbone, il faut arrêter d'imaginer que une ville, c'est une cité dortoir où on y met 10 millions de personnes et que l'industrie, elle est 30 km en périphérie de la ville et on est obligé d'y aller tous les matins en voiture. Donc c'est comment on remet finalement l'industrie au plus proche de notre lieu de vie et que nos villes reprennent des tailles peut-être un peu plus humaines et qu'on partage un petit peu le modèle industriel au travers le pays, etc. Une fois que tu as fait ça, tes usines, elles deviennent plus petites. C'est-à-dire que les gigafactories ou les monstres qu'on a connus dans les années 70-80, il faut éviter de repartir dans ce travers. Donc moi, je suis un grand fan de la microfactory, j'appelle ça la microfactory, une petite usine, des petites entités qu'on démultiplie. Donc déjà, petit 1, elle est petite, elle peut être plus proche du centre-ville. On y va plus facilement avec des moyens de transport en commun ou avec son vélo ou avec son scooter électrique. Et quand elle est pleine, alors c'est sûr, ça ne plaît pas forcément au modèle, entre guillemets, aux investisseurs, qui disent ah ouais, mais elle n'est pas optimisée, il vaudrait mieux en faire une plus grosse, plus optimisée. Ok, la rentabilité ne sera peut-être pas la même, mais je pense que si une fois qu'elle est pleine, l'intérêt, c'est pas de faire grossir ce truc-là et d'en faire une autre plus efficace, c'est d'en faire une deuxième. De mutualiser ensuite des frais communs, les frais de gestion, des frais d'achat, des choses comme ça. Pas de problème, ça c'est de l'administratif, on peut le mutualiser très vite, mais on démultiplie les petites usines. Et là, on a un modèle qui reste à taille humaine et qui, du coup, socialement, est plus facile à gérer. Et en ayant un modèle socialement plus facile à gérer, on peut espérer que dans 10 ou 20 ans, ils soient encore existants. Voilà. Donc, bon, j'ai dit beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses dans ma tête qui trottent sur, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire demain si on veut y arriver. Et tout ça, j'en suis convaincu, parce que ça fait complètement sens avec, finalement, des villes moins énergétiques, des déplacements moins nombreux, la mobilité et le transmodal quand on commence à se déplacer d'un point A à un point B, etc. Et comment on met tout ça en place? Il faut y penser, quoi. Et si on continue à fabriquer du building comme on est en train de le faire, de 10 étages et qu'on y range les gens par paquet de 1000 à l'intérieur, ça ne va pas marcher longtemps. Ok, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une digression encore avec entre ce qu'on doit faire et ce que beaucoup de gens s'accordent à faire, et pourtant on continue à... Rien qu'autour de chez nous, dans les terres agricoles, on construit encore des centres commerciaux immenses, alors qu'on sait qu'aujourd'hui c'est parce que les gens, c'est pas le modèle, l'artificialisation des sols, etc. Mais bon, c'est pas le sujet. Non, c'est pas le sujet, mais c'est important de le dire parce que ça fait partie de l'écosystème. Et l'écosystème, tu vois, si on parle de mobilité, et moi je me bats pour que les gens adoptent le vélo, la petite mobilité, la mobilité douce, etc. Mais moi je suis désolé, hein, si tu as 30 km à faire le matin pour aller sur ton lieu de travail et que ton lieu de travail, il est à 30 km de Lyon, et que pour y aller, la seule route, c'est une autoroute, je ne mettrai pas des gens en vélo sur l'autoroute, ça c'est sûr. Non, clairement. Non, et on voit, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes, que les gens sont très ouverts à utiliser la mobilité douce pour peu qu'on leur mette à disposition des infrastructures sécurisées, quoi. Le vélo à Paris, c'est juste fantastique. C'est-à-dire que les gens qui disent le vélo en Paris, c'est catastrophique. Alors, petit 1, non. Petit 2, est-ce que c'est accent... Ah, je trouve pas mes mots. Accessible, non? Non, je veux parler des accidents. Est-ce que c'est accidentogène? La réponse, c'est dans l'absolu, absolument pas. C'est-à-dire que quand on regarde le nombre d'accidents en ville et la courbe des nombres d'accidents en ville ces 5 dernières années par rapport à l'explosion de l'utilisation du vélo, le pourcentage d'accidents par nombre de vélos ou par nombre de kilomètres parcourus est en baisse. Donc ça, il faut faire attention. Il y a des gens sur les réseaux sociaux qui disent tout à fait l'inverse. Ils se trompent. Et il faut savoir que 3/4 des accidents
que nous avons aujourd'hui en vélo, ils sont dans les milieux ruraux, sur les routes rurales, sur des gens d'un certain âge qui, globalement, font du vélo plutôt de l'amateur passionné un peu sportif, qui dépasse un petit peu, finalement, ses capacités. Donc, c'est là où il y a les plus gros accidents et les plus graves. C'est pas en ville. En ville, il y a quelques accidents graves, hein, et souvent des gens qui ne savent pas un petit peu se rendre visibles ou qui sont un peu trop timides. Donc, il ne faut surtout pas être timide face à un camion en ville. Il faut se montrer, il faut dire que tu existes et finalement, tu arrives à trouver ta place. Et donc ça, c'est quand même important de l'avoir à l'esprit parce qu'on entend tout et son contraire sur ce sujet. Et là, moi, j'ai les dernières statistiques des associations qui font toutes les analyses sur la marche et le vélo dans les villes. Et les statistiques sont très claires. Donc, moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait à Paris sur le vélo. Pour le vélo, à Paris, maintenant, c'est bien. Le vélo, trottinette, ça cohabite pas bien. La trottinette, le piéton, ça cohabite pas bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour effectivement trouver une place pour la trottinette et trouver une place pour tous ces moyens? Peut-être des pistes cyclables un peu plus larges, éviter les pistes cyclables qui sont à moitié finalement sur les trottoirs et qui globalement cohabitent mal avec les piétons. Mais ça, c'est vrai pour les trottinettes, mais c'est vrai aussi pour les vélos. Et faire des vraies infrastructures et continuer à développer les infrastructures et puis et pas rejeter cette mobilité qui est embrassée quand même par 80% des jeunes dans les villes. Hein. Oui, c'est ça, en fait, complètement. Ouais. Et ces jeunes-là, c'est assez bluffant de voir que ces jeunes-là, qui sont des purs urbains, beaucoup d'entre eux se posent même pas la question de passer le permis parce qu'ils ont l'accès aux trottinettes, ils ont l'accès aux vélos en partage, etc. Ils n'ont pas besoin de plus. Et quand ils se déplacent, le mode de transport, c'est bien souvent. Après, ils vont faire un grand déplacement. Ils prennent un flexibus, ils prennent un train, et ils sont heureux. Donc. Non, moi, je trouve que ça fait une bonne transition. C'est quoi Ultima Mobility? Qu'est-ce que tu nous mijotes? Qu'est-ce que tu conçois? Qu'est-ce que tu fais? Alors, Ultima Mobility, c'est à la base 3 associés, 3 passionnés de mobilité. Un homme qui s'appelle Didier Ménéché, qui a investi dans différentes sociétés qui font de la mobilité. Brice Epailly, qui est le fondateur de Caminade et qui est aussi un des cofondateurs d'Ultima, et moi-même. L'idée est de créer des objets de mobilité pour faire du déplacement quotidien. Donc du déplacement quotidien, je fais volontairement très attention aux mots que j'utilise, du déplacement quotidien, qu'il soit urbain ou rural. Hein. Moi, dans mon esprit, j'ai tendance à séparer le déplacement quotidien ou le commuting, comme on a l'habitude de dire, en distance, par pas de distance. Le 0 à 3 km, c'est la trottinette, les tout petits engins, etc. Donc ça, moi, j'y touche pas. Tout ce qui est en dessous de 3 km de déplacement, j'y touche pas. Après, on a ce que moi j'aime dire, le 3-10, là, ou 3-10 km, 3 à 10 km. Donc là, typiquement, on est dans le vélo. Après, on a des déplacements qui vont plutôt de 7 à 15 d'éloignement de son lieu de travail, où là, on est sur du vélo peut-être un peu plus rapide ou des équipements un peu plus améliorés pour le confort et être capable de faire 15 km et puis finalement le range, la densité d'énergie, etc. qu'on promène. Et puis après, on a la tranche des 15-30 qui est beaucoup faite en voiture encore aujourd'hui, mais qui pourrait être fait avec des objets qui vont un petit peu plus vite, du 50, du 70 km/h. Et donc, Ultima Mobility, on a écrit un plan gamme où on essaye d'adresser, ce que je viens de le dire, de 3 à 30 km de déplacement quotidien. Et on veut principalement s'autofinancer. Et donc, dans notre projet qu'on a construit, c'est quand on a créé cette entreprise, on l'a mis en œuvre sur fonds propres. Et donc, on a lancé le premier objet qui est le vélo, en se disant, le vélo va forcément marcher parce que notre idée de vélo, j'y reviendrai après, elle est très originale et elle va prendre place sur le marché. Et une fois qu'elle aura pris place sur le marché, finalement, le profit qu'on va générer avec le vélo va être réinjecté pour développer les objets suivants. Les objets suivants qui sont des objets qui sont dans un cadre législatif qu'on va appeler la moto, mais qui ne ressemblent pas vraiment à des motos, qui sont plus des tricycles ou des objets de mobilité bien aménagés, sécuritaires, etc., pour que les gens puissent se déplacer de façon confortable, potentiellement à l'abri de l'eau,
et dans un endroit, enfin, à une ou deux personnes, aller dans une zone commerciale ou à une ZFE et revenir avec un enfant et un caddie de course sans être obligé de prendre la voiture. Voilà, c'est ça l'idée, c'est comment on développe ces genres d'objets qui permettent de faire ce genre de choses. Donc voilà, Ultima Mobility, c'est ça. Donc ça a été créé en novembre 2021. 2022, on a principalement travaillé au développement du vélo. Et puis depuis fin d'année 2022, on a commencé à vendre nos premiers vélos. On en a vendu une centaine en 2022. Et là, depuis le début de l'année, on en a vendu à peu près 200. Donc on est à la tête à peu près 300 vélos vendus. C'est pas assez, hein. Il faut qu'on en vende 10 fois plus cette année, si c'est pour bien travailler. Donc on se bat d'arrache-pied là pour développer notre réseau commercial, développer nos antennes en Allemagne, en Belgique, etc. Et puis que le produit commence à faire son trou. Donc voilà. Alors après, je reviens sur le produit. Donc il n'y a pas de déploiement commercial sans une vraie bonne stratégie produit. Et notre stratégie produit, elle est simple, c'est on pense tous les trois, là, les trois associés, que l'objet de mobilité idéal, c'est l'objet qui va aider les personnes qui n'ont pas encore basculé à la mobilité douce à y basculer. Et qu'est-ce qu'on fait pour traiter les freins, finalement, les freins ou les résistances à la mobilité, vers la mobilité douce. Et donc, on a analysé les clients, on a regardé un peu ce qui les gênait. Donc, le point numéro un, c'est la sécurité, hein. Ça sort en un sur presque toutes les enquêtes, parce que nous, on a fait les enquêtes que je peux lire à droite, à gauche. Donc, la sécurité, c'est comment on fait un vélo sécuritaire, et j'y reviendrai après. Comment on fait aussi un vélo confortable. Et ça, je vais revenir un peu en détail. Et puis, comment on fait un vélo qui ne se fait pas voler tous les 5 minutes. Quand tu as résolu ces 3 points, je pense que tu as fait un objet qui est, on va dire en termes commerciaux, sexy. Alors, le premier point, c'est le vélo qui aide la personne qui n'a jamais fait de vélo à faire du vélo. Et ben, il faut qu'il soit simple d'usage. C'est-à-dire, ça peut pas être. Les gens font souvent ce parallèle, mais je vais le refaire. Tant pis, il est bien, il passe bien. C'est le parallèle entre le BlackBerry et l'iPhone, quoi, hein. Tu vois, moi, je faisais partie des 4 qui avaient un BlackBerry il y a quelques années. Et je dirais jamais on m'enlèvera mes claviers. Puis finalement, quand j'ai vu l'iPhone et que l'iPhone il faisait tout 10 fois mieux et que mon clavier il pouvait passer en russe, en anglais, en français en 5 minutes et que tout était fonctionnel, j'ai dit voilà, j'en ai plus besoin du BlackBerry avec mon clavier rigide. Et on est, je pense, nombreux à avoir fait ce transfert, cette migration. Donc le vélo, c'est pareil. Tu donnes un vélo aujourd'hui à une personne qui est réticente à la transformation, et tu lui donnes un vélo avec 18 vitesses, 4 modes d'assistance, des boutons partout, un cockpit je caricature un peu, mais un cockpit d'avion, et tu lui dis vas-y, c'est un vélo. Ben, le gars, déjà, tu vas le voir monter la première côte en danseuse parce qu'il n'a rien compris aux vitesses. Les modes d'assistance, il ne sait pas s'en servir. Donc voilà, donc petit 1, il faut que le vélo il soit automatique, que tout ça, ça se gère tout seul. C'est quand même pas bien compliqué. Il suffit de mesurer 2-3 informations, l'angle de la pente, l'effort de pédalage, la cadence de pédalage, et puis tu adaptes l'assistance et la vitesse engagée en fonction de sa situation. Donc ça, ça paraît tellement basique, mais du coup, ça répond au premier point, c'est la sécurité. La sécurité en vélo, c'est être concentré sur son environnement. Pour être concentré sur son environnement, eh ben, tu ne peux pas regarder tes vitesses, ton display, tes modes, tes trucs. Tu n'as pas le temps. Tu es juste concentré sur ton environnement. Donc, si tu veux pouvoir relever la tête, eh ben, il faut le guidon, tu te contentes juste de le tenir. Donc voilà, ça c'est la sécurité. Alors la sécurité, c'est aussi des très bons freins. C'est des éléments basiques qui font qu'un objet est sécuritaire, une bonne homologation, une bonne certification. Ensuite, la maniabilité, le facile à conduire. Un vélo, ça doit être léger. Aujourd'hui, moi, je suis effrayé. Tu prends un vélo, je ne vais pas citer, mais un vélo de certaines marques, tu veux le déplacer, tu veux le sous-poser, le mettre sur ton porte-vélo, il fait 28 kilos le bazar. Tu dis 28 kilos pour un vélo électrique, mais c'est une moto. C'est pas possible. Un vélo un peu compétition, un peu haut de gamme, ça fait entre 9, on va dire 9 kilos. Et puis tu as des vélos électriques qui font 28 kilos. Tu dis comment on a pu en arriver là? Bah, c'est clair. Enfin, moi, juste pour illustrer, je suis juste l'illustrateur, hein, je te laisse dérouler le script après, mais quand j'ai commencé le vélo électrique, tu parles, la première fois, j'ai crevé en ville. Tu te retrouves avec un machin de 20 kilos sur les bras, avec une roue crevée.
ok, tu vois, ça refroidit un peu tes ardeurs de mobilité. Donc Tu es on obligé est en d'appeler, phase. t'es obligé d'appeler ta femme pour qu'elle vienne avec la voiture. Tu vois, là, on n'est plus dans le pratique, quoi. Donc, mais bon, voilà, parenthèse fermée, je vois Donc de ce nous, que la maniabilité, c'est un cadre ouvert, tu vois. Donc c'était ce qu'on appelait dans le passé des cadres un peu genrés, mais nous, il n'est pas genré, il est simplement ouvert, mais il est fait pour tout le monde. Euh, il est léger, il est maniable avec une dynamique. On a mis une cinématique de cadre très, très dynamique pour qu'il soit très réactif et qu'il soit facile à conduire. oui. Euh, donc ça, c'est toute la partie utilisation, cas d'usage facile, etc., où tu te sens bien sur ton vélo. Et puis après, on y a mis 4 niveaux d'antivol, tu vois. Bon, des basiques, hein, il est gravé, il y a des fixettes, des cadenas qui sont vendus avec, etc. Il est géolocalisé parce que ça me paraît indispensable. Et puis, si quelqu'un venait à essayer de le prendre, et ben, la boîte de vitesse, automatiquement, elle détecte les fractions, elle va se mettre au point mort, et ton vélo, c'est une draisienne. Donc, même le vélo, s'il n'est pas attaché, le vélo, dès que tu le prends par effraction, il se met en mode draisienne. Concrètement, tu n'as plus de vélo. Donc, tu le retrouves, si tout va bien, 10 mètres plus loin, posé par terre, parce que le gars qui te l'a volé, il te l'a abandonné, quoi. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut qu'on a mis comme ingrédient pour que le vélo se plaise bien. Et puis après, à ça, on a rajouté des trucs géniaux. Euh, on a produit 90% de nos composants en France, hein. C'est ce qui fait qu'on a eu un prix, là, avant-hier soir, Drive to Zero, on a eu le prix de la meilleure mobilité individuelle française. Là, et en fait, on a réussi à réintégrer l'industrie, comme j'ai dit tout à l'heure au début de la discussion, localement, notre cadre, notre fourche, tout ce qu'on n'a pas trouvé qui vient d'Asie et qu'on ne trouvait plus en France, on l'a refabriqué. Donc cadre, fourche, potence, des petites fixations, des petits accessoires, des portements, des choses comme ça. On fabrique tout en France. Donc du coup, les roues étant françaises, les pneus étant français, le moteur étant français, la batterie étant assemblée en France, on a un objet qui est à 90% de sa valeur économique française. Quand tu as ça dans les mains, et que ton écosystème il est autour de toi, toutes tes petites entreprises elles sont autour de toi, et que tu as fait dans ton développement de produit une espèce de modularité qui fait que ton produit, le client il peut choisir un peu à la carte ce qu'il veut, et ben nous, on ne pousse pas les vélos dans les magasins, comme pourrait le faire un industriel à la mode un peu papa, c'est-à-dire il produit 5000 vélos, il les pousse dans les magasins, puis il dit démerdez-vous, vendez-les. Nous, on ne travaille pas comme ça, on dit va dans un magasin, essaye un démonstrateur, si le démonstrateur te plaît, va sur le configurateur avec le magasin, configure ton vélo, et nous, dans moins de 21 jours, on te livre. Et on ne te livre pas l'objet que tu n'as pas demandé, on te livre ce que tu veux. Et parce que notre écosystème nous permet de faire ça. Ok, Donc, génial. c'est la force du concept. Et voilà, c'est ça qu'on a mis en place. Et donc, du coup, on essaye d'avoir une approche faible empreinte carbone vraiment sur l'ensemble du cycle. Et voilà. Et en plus, on est sur un matériau qui est donc issu de carbone recyclé, hein, qui vient de BMW i3, pour ne pas le dire, qui est traité chimiquement pour enlever les époxys et ensuite remélangé avec un polyamide. Donc, ce matériau qu'on a mis au point là, avec un fabricant de matériaux et qu'on injecte à Chalon-sur-Saône dans notre presse. Et ben, ce matériau-là, il nous permet de faire ces cadres. Donc, c'est donc des matériaux qui à 50% recyclés et en fin de vie, c'est recyclable. Donc, c'est plutôt pas mal, en fait, comme approche. Ouais, clairement. Et du coup, c'était quoi les principaux obstacles que tu en as parlé un petit peu, mais que tu as dû surmonter pour maintenir une production ou recréer une production locale française, du coup? Objectivement, le plus dur quand tu montes une entreprise, c'est l'argent. Parce que le nerf de la guerre, c'est quand même d'avoir de l'argent et de pouvoir financer toutes nos ambitions. Euh, donc c'est ça le plus dur, hein, c'est de trouver le budget pour finalement, avec Brice, Didier et moi, c'est qu'on mette tout l'argent sur la table pour réussir à ça. Ensuite, euh, on a eu une chance dans notre malheur, c'est que le monde de l'automobile est en train de massacrer son industrie locale. Donc finalement, les industriels qui vivaient que de l'automobile aujourd'hui, ou de l'aéronautique, aujourd'hui, ils nous regardent avec un œil un peu moins d'extraterrestre. Je pense que je serais allé les voir il y a 10 ans, ils m'auraient dit oh, qu'est-ce que tu nous embêtes avec tes vélos. Ouais. Aujourd'hui, ils ont faim. Nous, l'entreprise où on injecte aujourd'hui, c'est une entreprise qui allait probablement mettre des gens dehors ou qui allait devoir se séparer d'une partie de son personnel. Et aujourd'hui, l'entreprise, elle est contente. Elle a une nouvelle activité qui s'appelle le vélo. Ouais, Et génial. puis, il y a eu un effet boule de neige, c'est que nous, on a réussi à démontrer que c'était faisable. Il y a d'autres constructeurs qui sont en train de regarder des choses un peu similaires.
Et il y a un effet win-win, là, la machine s'accélère. Donc on va appeler ça un effet boule de neige ou un effet domino, on l'appelle comme on veut, mais il y a des choses qui sont en train de se passer, quoi. Est-ce que tu penses que c'est un gâteau où il y a à manger pour tout le monde, où tu vois parce que c'est l'industrie du vélo électrique, c'est en pleine expansion, une concurrence importante, j'imagine, des acteurs internationaux. Il y a beaucoup de trucs qui doivent venir d'Asie, comme tu disais. Du coup, tu vois que le gâteau, toi, en plus, il y a une ambition. Il y a une ambition écologique derrière. Enfin, on sent il y a une philosophie derrière ce que tu fais. Donc, du coup, est-ce que tu vois que le gâteau, tu vois d'un bon œil, qu'il y a une concurrence? Et comment tu te démarques justement un petit peu dans tout ça? Alors je me démarque avec tout ce que je viens de décrire dans mes Ouais, trois piliers, etc. Donc ça, je me démarque. Après, il faut que les clients comprennent et entendent mon message. Euh, donc le B2C, le client dit final, il l'entend. Maintenant, il faut que j'arrive à le déployer. Là où j'ai le plus de résistance, assez étonnamment, c'est les magasins. Les magasins qui sont fébriles parce qu'ils ont vu beaucoup de startups émerger Mm. et disparaître. Donc en fait, ils nous regardent avec beaucoup de prudence et je respecte leur comportement puisqu'ils sont, ils sont méfiants puisqu'ils ont eu des mauvaises surprises. Euh, mais bon, si on va y arriver. Si on est convaincu de nos arguments, on va y arriver. Mais globalement, est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? La réponse, c'est absolument pas. J'en suis convaincu. C'est qu'il va y avoir il va y avoir un nettoyage naturel qui va s'effectuer entre l'offre et la demande. Il y a des offres, il n'y a qu'à les regarder où tu te dis, mais la révolution du vélo après l'iPhone, si je prends cet exemple-là, on a bien vu la limite du concept. Le vélo, c'était un vélo qui marchait pas, qui n'était pas fiable, qui n'avait pas d'assistance, qui n'était pas confortable. Bon, bah, voilà, les gens qui arrivent avec des révolutions comme ça, finalement, le marché leur renvoie assez vite un signal. Donc, c'est ça qui fait que ça va s'équilibrer. Et puis après, il y a tous les plus fragiles, hein. Nous, on peut en faire partie, les fragiles économiques, hein, les gens qui vivent sur leurs fonds propres. Il y a un moment, c'est pas un puissant fond, les fonds propres. Donc, c'est combien de temps avant que le marché embrasse et est-ce que ça sera, je m'appelle pas Elon Musk, voilà, c'est ça, en gros, c'est l'approche Elon Musk, hein. Tiens, les gens vont bien comprendre si je parle de ça. Elon Musk, il a réussi à faire ce qu'il a fait parce qu'il a subventionné pendant combien d'années? Euh, Est-ce qu'on a une vague idée de pendant combien d'années il a subventionné ses produits? Donc, il y a d'ailleurs des gens qui, dans le monde du vélo, qui suivent son modèle, hein. Je pourrais te citer une marque, deux marques un peu plus au nord de la France là, qui font des vélos plutôt sympas, mais dont les vélos sont subventionnés par les apports aux capitaux. Et donc ça marche un temps, et à un moment ça s'arrête. Et il faut qu'avant que ça s'arrête, tu aies pu justifier ton offre produit et que le produit devienne légitime sur le marché et que tu puisses remettre le produit à son bon prix, comme l'a fait Tesla d'ailleurs. Mais avant d'en arriver là, il faut que tu aies percé et que tu sois implanté. Et donc, nous, combien de temps on va pouvoir tenir et est-ce que notre équilibre va être, on va vivre assez longtemps? Je suis très prudent en fait. Je suis très prudent par rapport à ça parce que j'en sais rien. J'ai tous les indicateurs qui me laissent penser que le modèle économique qu'on a mis en place, il est bon. Les équations et le business model qu'on a, il est solide. Ce que je ne sais pas, c'est combien de temps va me prendre de convaincre le marché et de laisser tous les clients qui ont envie de ce genre d'objet donner accès, enfin, que les gens puissent l'essayer et puissent l'acheter. Et en fait, tu vois bien que quand tu crées une entreprise comme ça, que tu pars de zéro et que tu crées une marque, tu crées un réseau de distribution, que tu crées tout, tu as ces capitaux propres que tu as dépensés, là, et puis après, tu commences à tirer, puis à un moment, tu te dis, bah, mes fonds, ma trésorerie va remonter parce que je vais commencer à vendre, mais ça dépend que d'un critère, c'est l'adoption du marché. Ouais. Moi, j'avais investi dans un vélo électrique au début du confinement et du coup, je me suis beaucoup amusé parce qu'il n'y avait pas de voiture sur les routes et j'ai pu faire beaucoup de vélos. Mais l'expérience de l'utilisateur, j'ai été quand même assez déçu globalement. Et puis après, se poser les premières questions de comment je fais la maintenance du vélo, tu vois, parce que quand tu te pointes dans un magasin avec un vélo que tu n'as pas acheté chez eux ou tu te fais envoyer paître, parler de mécanique, parler de transport, de mobilité sans assurer la maintenance et faire la maintenance de tes équipements, c'est un problème aussi pour monsieur tout le monde. Donc, ce sera peut-être ma dernière question d'ailleurs, parce que je vois que l'horloge. L'avant-dernière, parce que la dernière, j'en réserve, j'en ai une autre, mais ce sera l'avant-dernière. Comment on gère, comment tu vois les choses justement en termes d'entretien, de maintenance et tout. Alors nous, j'en ai pas parlé parce que mais nous, le moteur, il a la boîte de vitesse intégrée, donc c'est un système de transmission quasiment sans maintenance. Il faut faire la vidange tous les 13 000 km.
tous les 2 ans, donc ça va, c'est pas très lourd. Après, on a des pneus à changer, on a une chaîne à changer de temps en temps et à lubrifier, mais on est dans de la maintenance vraiment assez simple et assez basique. Ça fait partie des choses que je pense qui doivent être simples pour le client et se faire oublier. Et donc, je ne vais pas dire qu'on est au standard automobile, hein, on ne fait pas les 40 000 premiers kilomètres sans rien faire, mais quelque part, c'est ça la cible, quoi. La cible, c'est un vélo idéal. Pour moi, c'est un vélo, tu le prends, tu fais 10 000 bornes avec, tu n'as rien à faire, quoi. Tu as juste à rouler et pas te le faire voler. Donc, pensez plutôt à mettre l'argent dans un bon cadenas, une bonne protection, l'attacher toujours à quelque chose de solide, parce que souvent, les magasins, ils pensent à pousser nos vélos à la vente, mais ils ne parlent pas trop de tout ce qui est protection anti-vol, parce que finalement, ils ont peur de perdre la vente par le fait de rajouter 200 euros de fixité anti-vol ou des choses comme ça. Mais vraiment, quand on achète un vélo à 3 000 euros, s'il y a des cyclistes, enfin, des gens qui hésitent à acheter un vélo, euh, acheter un vélo à 3 000 euros, s'il vous plaît, mettez 300 euros de cadenas, quoi. Mettez 10% de la valeur dans votre fixation, quoi. Protégez-le, quoi. Et vous allez voir que personne ne va vous le voler, votre vélo. Donc, quand je vois des gens qui achètent un vélo, j'en ai vu pas mal, hein, des vélos à 4 000 balles, et que finalement, ils ont cassé la tirée, ils ont acheté le vélo à 4 000 balles, et qu'ils achètent un cadenas à 36 euros, et là, tu dis, mais non, ça va pas, quoi. C'est fini, quoi. Demain, tu l'as plus. Et effectivement, le lendemain, ils l'ont plus. Et donc, une fois, deux fois, et rebelote. Et après, tu perds le client, il est écœuré, il abandonne la mobilité douce. Et donc, voilà. Mais bon, Bon, le on n'y est message est pas. passé. Jérôme, on va arriver au terme de l'émission parce que tu es un chef d'entreprise, donc je vais quand même pas prendre 3 heures de ton temps. Je suis un peu déçu, je reste sur ma faim. On a eu le droit à une première anecdote, une course entre Paris et Togliatti, des choses un peu folles que tu as faites. Tu m'as dit, j'en ai fait plein d'autres, des choses folles. J'en placerai dans l'interview à des moments donnés. Et on n'a pas eu le droit. Donc on mérite quand même une autre petite anecdote, un petit challenge un peu fou qui peut illustrer ton mode du moment d'ailleurs, mais ce que tu veux. Mais là, tu peux pas partir sans nous donner un petit truc à manger là. Eh ben, je vais donner une anecdote pour les gens qui hésitent à relocaliser. Tiens. Donc, nous, je l'ai dit, création d'entreprise en novembre 2021, d'accord. En mai 2022, on ouvrait les moules, c'est-à-dire qu'on était en train de préparer les moules pour les premiers travaux d'injection, les premiers travaux de construction des premiers vélos. En septembre, on était prêt pour la série. Donc, on a mis, bon an, mal an, 10 mois, from scratch, pour faire un produit de A à Z. Donc ça, c'est pas parce qu'on a travaillé 8 heures par jour. Je pense qu'on était en partenariat avec une société d'ingénierie qui s'appelle Caminat, qui est un fabricant de vélos. On a relevé nos manches, on a mis beaucoup de créativité, on a fait des développements en boucle courte, on a fait des petites itérations avec beaucoup de simulations. On a pesé le risque, essayé de prendre les bonnes décisions au bon moment avec les bonnes personnes pour être sûr que les décisions qu'on prenait, elles étaient le plus instruites possible. Et, euh, et voilà, ça c'est un. Aujourd'hui, dans le monde du vélo, les gens vont vous dire pour faire un vélo nouveau, avec les fournisseurs, l'Asie, etc., il faut 18 mois, c'est un bel exploit. Bon, ben voilà, on a mis la moitié. Voilà, ça c'est un autre type de challenge que j'aime. C'est le genre de choses qui me nourrit. D'accord, ok. Écoute, super. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Ultima Mobility? C'est quoi les ambitions que tu lui donnes? Bon, on en a parlé un petit peu, hein, c'est vendre des vélos, en faire un produit reconnu. Mais t'as d'autres ambitions, non, par rapport à ça? Pas forcément lié au vélo d'ailleurs. Non, on va dire, pour rester dans l'esprit un peu stratégique sur la conclusion, c'est que le modèle initial fonctionne et que les revenus de nos premiers produits permettent d'alimenter les suivants et que dans un an, on soit en train de vous présenter une gamme un peu plus complète et un peu plus étoffée d'objets de mobilité qui, j'espère, ne seront pas bannis par les villes pour qu'on puisse continuer à développer la mobilité douce. Ah, la trottinette électrique n'est pas bannie, c'est les trottinettes en libre service qui sont finalement, c'est peut-être pas une mauvaise chose. On n'a pas d'avis sur la question. Si vous voulez donner votre avis, allez-y, vous donnez votre avis en commentaire sur LinkedIn, sur le post
On vous attendra pour débattre. Jérôme, comment on peut te joindre justement si on a envie de prolonger un petit peu la discussion Alors, avec je suis toi. très actif sur les réseaux, et LinkedIn, c'est un bon endroit pour m'envoyer un post, un message et échanger si vous voulez poursuivre cet échange ou si vous voulez rejoindre notre aventure ou vous impliquer dans le projet Ultima de près ou de loin. Bon, bah, de toute façon, comme d'habitude, moi je mets les liens de l'invité dans le descriptif de l'épisode et sur la page du blog. Merci beaucoup Jérôme. En Merci tout cas, Mathieu. ça fait un épisode de très riche que je ne couperai pas, je pense. Je pense que ça mérite d'être écouté dans son intégralité. Ça m'économisera du montage et on y sera tous gagnants. Merci beaucoup. Je te souhaite une bonne récupération après ta grosse semaine apparemment. Et puis bah à bientôt. Merci Mathieu, à très bientôt. Merci de m'avoir invité. Au revoir.